Ça, c'est aussi une possibilité. Mais il n'y a pas que ça. On peut aussi travailler sous un gouvernement de coalition. Et c'est sur ça que nous voulons miser en considérant l'aspect positif de cette proposition. Professeur, peut-être une dernière question, un mot sur ce que Kinshasa peut faire sur le Sud-Soudan, parce que nous sommes deux pays où nous partageons des frontières, mais avec tout ce qu'il y a comme référendum dès demain dimanche, qu'est-ce que Kinshasa peut faire pour bien garder ses frontières? Intéressant. Moi, je crois que c'est encore une preuve de la léthargie de gouvernance en RDC, du laxisme de l'État en RDC, de voir ce qui se passe au Sud-Soudan sans que quelqu'un ne sorte pour parler, donner une interview. J'ai suivi l'interview de Museveni sur la BBC il y a 2 jours. J'ai suivi l'interview je crois que du Centrafricain aussi, s'est prononcé. Et chez nous, on n'entend rien. Alors que c'est un pays voisin dont les démarcations peuvent avoir des retombées sur nos frontières, comme vous l'avez dit. Donc j'aimerais profiter de cette occasion pour lancer un appel à l'autorité gouvernante d'intervenir et de donner ne fût-ce que sa position, dire à Salva Kiir, courage, bonne chance dans ce que vous allez faire, dire au président soudanais que le peuple décide, c'est ce qu'on entend des autres. C'est aussi simple, mais ça crée une possibilité de collaboration sur les retombées de cette nouvelle démarcation. Et j'espère vraiment que nous allons avoir un nouvel État en Afrique. Les Sud-Soudanais ont beaucoup souffert. Il est temps qu'ils se démarquent. Et je pense que la RDC devrait se prononcer clairement face à cette opération et surtout se préparer à collaborer avec les nouveaux États du Soudan du Sud. Merci beaucoup, professeur. Le plaisir est mien. Merci. Maybe 3 questions about what we've discussed today, and one big question at the end about the 10th anniversary of the death of Laurent Kabila. Of course, with him, one or two questions about the memories of the Kabila 10 years on. Okay, and then we can do it in French as well. Okay. English and then French. Okay. So, I'm here with Professor Nkere Ntanda at Kinshasa University. Professor, you've just given a lecture on the situation in Ivory Coast, and you've made a couple of links between Ivory Coast and the Democratic Republic of Congo. What is the strongest, the most striking link between the situation in Ivory Coast at the moment and what you expect for Congo in the coming year? Well, again, thanks for having me. I would argue that as far as the resemblance is concerned, I would think that regionalism is one of the indicators that we find in the DRC and at the same time in Ivory Coast. The East in particular and the DRC tend to be on the side of the current leader, whereas the western part of the country is traditionally known as being, somehow, against. And we had the same situation in Ivory Coast, whereby the north was against and the south was for him. So that is one. Secondly, we also have linguistic differences as far as the East is concerned, and the current president is mainly Swahili, that is supposed to be the language popular in the East, whereas Lingala and the Chiluba is mainly for the central and the western parts of the country, and that has contributed to political divisions in this country. And that's why we're very concerned. We don't know what will happen in this year, when we know that many people in the eastern part of the country are complaining that they haven't seen yet the effect of the sanctions here in their own provinces. Will they still be on the side of the president? It makes a big question, and that's why we are waiting for the election, and we'll see what will happen. As seen from Kinshasa, what do you think will happen in Ivory Coast? What is the most likely outcome of the crisis there? I don't want to be the advocate of doom, but at the same time, the way things are going, I have the feeling that it is a military solution that seems to be appropriate. Frankly, the intransigence of the current president does not give any alternative to those who are trying to negotiate and achieve some sort of peaceful solution. It is unfortunate. I wish there could be another way. Negotiations have been tried several times, but they're just bouncing. So we can't continue. We have to change. And I think the military solution, is the only way. Okay.
what is the most important thing to do here in Congo in the coming year to avoid a similar scenario to that in Ivory Coast? I think just to learn from what we are seeing in Ivory Coast, in trying to avoid discourse or speeches that will inflame the regionalist theme or the ethnic issue or the linguistic issue. Those are very hot issues as far as this country is concerned. So we should desist from engaging in statements or positions that put somehow oil on that kind of fire. And I think the Congolese people are relatively politically mature, and hopefully, they are learning from what is happening in other parts of Africa. And I'm just optimistic that we will learn from that and avoid a repetition in our own country. I'd like to move on to another subject which is going to be in the news in the coming days. It's going to be the 10th anniversary of the assassination of Laurent Désiré Kabila. And you were a close advisor to Laurent Désiré Kabila when he was president. What is left of his legacy 10 years after in Congo? His legacy is still the admiration of the Congolese people vis-à-vis his form of leadership. You want to remember that when Mzee Laurent Désiré Kabila came to power, Congo was living a sort of pariah status, whereby nobody in the international community was willing to collaborate with us. And it was mainly because of his insight, his initiatives, looking into the country and trying to find ways and means to overcome this marginalization that brought some sort of sympathy from the Congolese people. So that has remained a lingering memory, a lingering factor in memories of many Congolese, particularly when we see the current government that has all the means that it can have, and yet is not delivering the way Kabila did deliver. That even increases, the memory of Laurent Désiré Kabila. You want to remember that during his reign, soldiers were paid regularly. Teachers received their salary regularly. It was a small amount, but it came in regularly. Today, we have the point d'achèvement, we have financing coming from international institutions, borrowing money here and there, and yet we can't pay teachers. They can't pay civil servants. That's the shame, as we compare to what was done in situation of scarcity, and yet he was able to prevail. So that is one factor. Secondly, in terms of ideas of governance, Kabila came about with systems that allowed, for instance, people with lower income accessing the basic, foods, staples for different communities. During Kabila, we were able to create what was known as the Service National. That was an initiative that allowed the country to engage in initiative that will maximize the storage of food and so on, to be able to be independent in terms of scarcity. So basically, the leadership has really changed, and those initiatives have somehow disappeared. And that's what people often regret and think about, particularly when they are faced with hardship. They regret, the reign of Mzee Laurent Désiré Kabila. But other people, comment voyez-vous la crise en Côte d'Ivoire se résoudre? En tout cas, personnellement, je n'ai pas apprécié la position du gouvernement congolais. En suivant les porte-parole de l'État, j'ai entendu dire que non, ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est pas nous qui devons mettre un président en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. On n'a pas demandé au Congo de nommer le président de la Côte d'Ivoire. On a demandé au Congo de prendre une position responsable vis-à-vis de la violation patente que le monde entier observe en Côte d'Ivoire. Et dire qu'on ne peut pas intervenir puisqu'on est neutre, c'est se dérober de ses responsabilités étatiques. C'est regrettable. Mais je continue à croire que la communauté internationale a raison. Les preuves sont plus du côté de Alassane Ouattara que du côté de Gbagbo au point de vue de la victoire. Et c'est pourquoi je crois qu'il serait intéressant que le gouvernement congolais se prononce en faveur de cette position de l'OIA, de la CEDEAO et de l'ONU. Le président de la commission de l'Union africaine a tendance aussi à être flou dans la position à prendre. Et ce sont des positions irresponsables qui viennent des personnes qui ont
souvent vécu dans la dictature. Vous savez que M. Ping est le produit de Omar Bongo, un dictateur à 100% pendant 40 ans au pouvoir. Donc on n'est pas surpris de ces attitudes vis-à-vis de notre dictateur qui voudrait en quelque sorte protéger. C'est ça en fait la position. La force reste la solution. Le dialogue a échoué à mon sens et on doit passer à l'action pour gagner du temps. Que devraient faire les Congolais ici en RDC pour éviter d'aboutir à une situation? Que devraient faire les Congolais ici en RDC pour éviter d'aboutir à une situation à l'ivoirienne lors des élections qui vont commencer à la fin de cette année? Je crois que effectivement cette question de la Côte d'Ivoire tombe à pic dans la mesure où elle devient une référence pour nous. On voit les bévues qui sont commises et nous devons les éviter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter des discours divisionnistes. Je pense ici notamment au discours qui a tendance à renforcer ce régionalisme, comme on venait d'en parler. Nous sommes de l'Est, on n'est pas avec, ainsi de suite. On doit éviter ça. On doit éviter les discours qui ont tendance à renforcer la question de la congolité. Nous avons eu des candidats à tendance ou à apparence rwandaise, mais qui sont des vrais Congolais. On a carrément étiqueté. Donc vous êtes des Banyamulenge, vous n'avez pas droit à ceci, cela. Nous devons dépasser des langages divisionnistes. Le temps est passé, nous sommes tous des Congolais et on doit donner la chance à tout le monde devant le peuple congolais. Donc éviter des sujets qui peuvent porter à des tensions, qui peuvent se dégénérer et donner lieu à des confrontations non voulues. Certains penseurs estiment que la démocratie n'est pas forcément transposable en Afrique, d'autres qu'au contraire elle est universelle, qu'elle doit s'appliquer partout de la même façon. Et vous, aujourd'hui, vous avez plutôt parlé d'une adaptation de la démocratie à la réalité africaine. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends par là l'identification des valeurs et pratiques qui sont propres à l'Afrique et de pouvoir les formaliser dans le contexte de devenir les références pour orienter l'action de l'État en matière législative, en matière exécutive et en matière judiciaire. C'est faisable et c'est ce que la nouvelle école de la démocratie propose au point de vue de l'hypothétisation, c'est-à-dire la variation de l'interprétation de certains concepts et en les adaptant au dictat du moment. Je continue à croire que la démocratie occidentale va continuer à nous mettre dans des pépins. Chaque fois, on nous juge sur des critères qui viennent de l'étranger. Je vous donne un exemple. Ici, chez nous, les candidats vont voir les électeurs avec de l'argent, avec de la nourriture, avec des histoires à leur donner. Ça, c'est totalement antidémocratique. Mais sur quels critères?